Donc Ethics, on a un opérateur de data center. Il y a eu toujours, je pense, une super mentalité, un côté solidaire entre les gens. Et vraiment, je retrouve vraiment cette capacité à rassembler les gens autour d'un projet et vraiment réussir à se projeter ensemble. Et peu importe effectivement si à un moment ça tangue, on est tous dans le même bateau, on y va et on a tous un objectif commun. Dans le monde politique, on manque de effectivement leader avec un cap. Ouais. Une fois que on fait comprendre à la communauté vers quoi on doit aller, pourquoi on doit y aller et comment on doit y aller, oui. Là, il y a une puissance en France qui se développe qui est juste colossale. Hello tout le monde, bienvenue sur Tokaté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler sans forcément le comprendre. L'intelligence artificielle explose, les objets connectés se multiplient, nos usages numériques ne cessent d'augmenter et dans ce contexte, une question devient essentielle. Où sont traitées toutes ces données ? Et surtout, comment continuer à répondre à cette explosion des besoins de manière rapide, sécurisée et responsable ? C'est précisément le défi d'Ethics Everywhere. En quelques années, cette entreprise française est devenue un acteur de référence dans la conception de data hubs, les infrastructures qui rendent possible notre quotidien numérique et qui seront indispensables au développement de l'intelligence artificielle. Mais derrière ces infrastructures se cachent d'autres défis. Comment concilier performance, souveraineté numérique et impact ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité du jour, Louis Blanchot, qui est le CEO d'Ethics Everywhere. Premier salarié de l'entreprise, devenu aujourd'hui son dirigeant, il a accompagné toutes les grandes étapes de son développement. Il porte une conviction forte, les infrastructures numériques de demain devront être aussi performantes qu'utiles pour les entreprises comme pour les territoires. Bonjour Louis, bienvenue sur Tokaté. Bonjour Katia. Alors Louis, on va parler un peu de toi. On te décrit souvent comme un builder. Tu te reconnais dans cette définition ? Oui, absolument. Derrière builder, il y a celui qui aime bien construire. Ouais. Je pense que c'est une qualité intrinsèque assez forte d'un entrepreneur. J'ai toujours aimé construire des projets. Construire des projets, notamment, on a parlé du foot, un sport collectif. Ouais. J'aime bien construire des projets avec une équipe, construire des projets qui ont de l'impact, qui sont visibles. Ouais. J'ai fait une école de bâtiment. Oui, du coup, ça y joue aussi. J'ai fait les travaux publics, donc c'est sûr que j'ai eu une expérience qui m'a marqué, fan de foot. J'ai un de mes oncles qui avait bossé justement sur la construction du Stade de France. C'est des édifices, des constructions qui marquent. Quand on passe effectivement au nord de Paris et qu'on voit ce stade, c'est quelque chose effectivement qui a de l'impact, un impact visuel, et on voit qu'on laisse une trace. Donc effectivement, derrière le builder et builder avec une équipe, parce que j'aime vraiment, je suis pas quelqu'un de solitaire, j'aime vraiment effectivement monter des projets avec des équipes derrière moi. Cette notion effectivement de construire et de laisser une trace avec des projets qui parlent, oui, ça effectivement c'est une caractéristique qui me ressemble. Et ça vient d'où ça ? Je pense que je l'ai au plus profond de moi. Je suis une machine sociale. Encore une fois, j'aime bien... on va parler d'éthique ensuite, mais le réseau, les connexions, je pense qu'à Lille, c'est aussi une force. Les gens sont des gens éminemment humains, tournés vers les autres. Et justement, la puissance de... pour avoir pas mal voyagé, il y a effectivement une énergie à Lille que je ne retrouve pas partout. D'où ta présence maintenant au CA de la French Tech Lille. Absolument. On est ravis de t'accueillir. Moi, je suis ravie d'accueillir un membre du CA de la French Tech Lille. Ça va pouvoir porter le sujet de l'impact aussi, peut-être au niveau du CA. Absolument. Donc, j'ai pas mal voyagé, comme je vous disais. Je reviens de 5 ans d'Australie. Ça fait 2 ans maintenant que je suis rentré en France et notamment à Lille, dans ma région d'origine. Et effectivement... Sam est venu me chercher pour me dire que ça serait bien que je puisse m'investir, notamment dans le cadre de mon rôle de CEO d'Ethics. Donc effectivement, je suis étroitement lié à la French Tech, à la tech, et donc, le data notamment hub, la French Tech. On est bien dedans. Et donc effectivement, je trouve que ça avait beaucoup de sens et j'espère que je vais apporter une certaine valeur ajoutée. Ouais, j'en doute pas une seconde. Alors, tu es le premier salarié d'Ethics, on peut en parler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure et surtout d'y rester jusqu'à aujourd'hui ? Parce que premier salarié, tu n'étais pas CEO au départ. Non, pas du tout. En fait, donc à cette époque-là, je travaillais chez Bouygues. Je faisais du développement immobilier, donc toujours dans cette logique de construire des projets. Mais très vite, j'ai vu que je voulais basculer vers une activité d'entrepreneur. J'allais rentrer en fait à l'EM Lyon pour faire un master entrepreneur, pour avoir cette double casquette, on va dire ingénieur et un peu business, et avoir, on va dire, un peu un spectre suffisamment large pour à terme monter une boîte. Et c'est à ce moment-là où Antoine Boniface, un Lillois aussi, est venu me chercher et m'a exposé ce projet.
Donc voilà, je parlais de monter des projets avec des équipes. Ouais. Là, effectivement, j'étais pas capitaine, mais je rejoignais une équipe forte avec effectivement Antoine qui m'a présenté ce projet, qui m'a tout de suite séduit. Clairement, je connaissais pas très bien le secteur à l'époque, mais la manière dans laquelle il me l'a présenté et oui, la parce manière... que des travaux publics au data hub, on n'est pas du tout... On est dans un métier quand même de la construction, oui, il y a de la ça reste de l'immobilier, ouais. mais effectivement, on est plus, en tout cas nous, la manière dans laquelle on le traite, on est plus dans un métier d'opérateur de service, mais voilà, il reste ce côté construction. En parlant justement d'Antoine, c'est le moment d'écouter une question qu'il a préparée pour toi. J'ai presque envie de dire presque une double question. On l'écoute. Hello l'ami, je sais que c'est risqué de t'envoyer à l'avance une question qui va être transmise le lendemain d'un match de foot. Je prends le risque, d'ailleurs ça me rappelle nos années de coloc à Londres, où tu ne parlais plus après les matchs du PSG qui gagnaient pas trop à l'époque. Je sais que ça a bien changé, d'ailleurs comme ton parcours. J'ai tout de même une question sérieuse à te poser Louis. T'es passé de premier employé d'Ethics en 2011, t'as commencé ta carrière chez nous sans contrat de travail qu'on a régularisé quelques mois plus tard. Tu squattais une chambre de mon appartement, et maintenant depuis 6 ans, t'as repris les rênes de la boutique, t'es devenu un patron exemplaire, et la boîte cartonne. Quel moment de ton parcours t'a le plus marqué? Et une deuxième question un peu plus personnelle, quand est-ce qu'on travaille ensemble? Alors déjà, il y a une proposition. Il a envie de retravailler avec toi, mais peut-être la première question d'abord. 2 questions en une. Alors, qu'est-ce qui m'a peut-être marqué le plus? Enfin, il y a des moments, on en a eu des milliers. Ouais. Qu'est-ce qui m'a peut-être marqué le plus? C'est peut-être une anecdote. C'est le premier chantier qu'on a dû livrer. C'était à l'époque pour Bull, en Île-de-France. Donc effectivement, c'était ce qui allait marquer le fait que est-ce qu'on allait décoller avec Ethics ou pas. Ouais. Bull, c'est une référence qui a été rachetée par Atos. Ouais. Donc c'est quand même effectivement un logo en France qui pèse énormément. Et on le sait, construire une marque, ça prend du temps. La détruire, ça va très vite. Ouais. Donc c'était vraiment un moment un peu pivot au tout début avec Antoine où on a galéré, on va dire, à trouver nos premiers clients et qui fassent confiance comme ça à 3 entrepreneurs français. Ouais. Le data center, on en parlera ensuite, mais c'est quand même des infrastructures très critiques. Ouais. On était là, on arrivait avec nos PowerPoint. Voilà. On va dire que c'est pas où on arrive, on vend des TJM ou on vend du service. On va dire l'impact, si on se plante, il est quand même assez significatif pour l'entreprise. Donc on avait un peu galéré à choper ce contrat. Et le jour où on l'a livré et qui conditionnait les paiements, et donc clairement la poursuite d'Ethics, on a en fait du coup le chef de projet de Bull qui est rentré dans le SaaS unipersonnel. Donc bref, c'est un élément de sécurité. Et la personne était assez imposante. Et à ce moment-là, en fait, le SaaS, donc la voix autonome, annonce qu'il faut rentrer, qu'il y a une seule personne dans le SaaS, parce qu'il était réglé sur un certain poids. Et clairement, ça a été, c'était une expérience un peu délicate. Et heureusement, on est tombé sur quelqu'un qui était, qui assumait. Surtout qui avait une très bonne mentalité. Il a explosé de rire comme tout le monde. Et voilà, c'est un détail, mais ça montre que ça peut être un mini change. Il y en a eu 1000. On anticipe plein de choses, mais on ne peut pas tout anticiper. C'est juste quelque chose où je pense que ce qui a marqué, en fait, pourquoi on en est là avec Ethics. On a connu, je pense, plein de parcours, des très hauts et des très bas. C'est qu'il y a eu toujours, je pense, une super mentalité, un côté solidaire entre les gens. Et vraiment, je retrouve vraiment cette capacité à rassembler les gens autour d'un projet et vraiment réussir à se projeter ensemble. Et peu importe, effectivement, si à un moment ça tangue, on est tous dans le même bateau, on y va et on a tous un objectif commun. Antoine Boniface, tu nous dis un peu c'est quoi l'histoire avec lui? Parce que nous, on le cite comme ça, donc peut-être que tu veux nous dire... d'où ça vient, on l'a compris dans sa question un petit peu, où vous avez construit dès le départ Ethics, il est venu te chercher. Oui. Donc c'est lui qui est un des fondateurs d'Ethics. Un des 2 fondateurs, effectivement. Ok. Et donc, c'est quand que tu retravailles avec lui alors? Là, en fait, lui, on va dire nos carrières se sont un peu séparées quand effectivement il a continué. Ethics a été racheté à l'époque, mais le groupe en 2020. Et c'est à ce moment-là où lui, il a continué sur ce qu'on appelle l'Hyperscale Data Center avec la nouvelle marque, c'était Vantage. Et nous, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai repris la brique Edge. Donc on va en parler ensuite, les Data Hub. Et c'est là où un petit peu nos carrières, on va dire, se sont séparées. Mais effectivement, on a gardé quand même des liens assez étroits. Là, aujourd'hui, il est sur un tout autre secteur. Il adresse en fait des campus IA. Donc vraiment...
on va dire, une typologie de produits qui est très différente de ce qu'on fait. Ouais. Mais pour autant, effectivement, on reste dans le même secteur. C'est Donc, je suis de près ce qu'il fait. Et je pense qu'il suit un petit peu aussi. Il veille à ce que son bébé d'origine, on va dire, reste entre de bonnes mains et qu'on atteigne effectivement tous les beaux challenges qu'on s'est fixés. Donc, j'ai pas répondu à la question. Ouais, mais la réalité, la porte est ouverte, j'ai envie de dire. C'est surtout que nous, on s'éclate aujourd'hui chez Ethics. Donc, il y a trop de belles choses, effectivement, encore à faire. Donc, on verra. À la prochaine aventure. On verra à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce qui m'excite, c'est l'équipe et c'est la manière dans laquelle, effectivement, on peut construire un beau projet. Alors, on va revenir un petit peu sur Ethics et surtout à la transformation, au changement, à cette vision un peu différente de ce qui est le data hubs maintenant aujourd'hui. À quel moment, de ton parcours, tu as compris qu'avec Ethics, tu ne construisais plus seulement des infrastructures, mais surtout que tu répondais à un enjeu stratégique pour les territoires et les numériques, cette notion du territoire? Au début, notre approche, elle a été très technique, mais très technique au sens plutôt bâtiment. Okay. Et effectivement, nos premiers choix même d'implantation, ou typiquement la manière dans laquelle on a adressé un petit peu les projets, ça a été trop avec une notion de constructeur de data center et pas la notion d'opérateur de service. Et c'est là où effectivement, j'aime bien dire, les 8 premières années chez Ethics, on a fait vraiment tous les types de produits qu'on peut retrouver dans le monde du data center, le data center edge, / data hub, l'hyperscale data center, des mining farms, donc un peu les nouvelles AI factory. Donc, en fait, on a appris énormément de choses. On n'avait pas vraiment de stratégie produit, stratégie géographique. C'était du everywhere, dans le sens où on partait un peu dans tous les sens, comme des entrepreneurs, justement, avec beaucoup d'énergie. Mais il y a eu vraiment une volonté, suite à justement cette scission entre Antoine qui continue avec Vantage et nous qui reprenons en fait la partie Edge. Il y a eu vraiment une volonté de focuser sur un produit, un marché. Et avant, effectivement, d'aller partout en Europe, d'être déjà leader sur son territoire. Donc, il y a eu cette prise de conscience, effectivement, sur ces 8 premières années, sur qu'est-ce que ça veut dire le Edge Data Center. Et effectivement, cette notion de c'est pas juste une construction, c'est pas juste de la technique, il faut qu'il soit éminemment implanté et connecté, en fait, aux utilisateurs locaux. Parce que la zone de chalandise, elle est surtout locale, elle n'est pas internationale comme tous les projets hyperscale. Oui, il faut avoir en tête la différence entre les hyperscale et les edge. Les edge, c'est vraiment proche. C'est pour ça qu'on les appelle souvent en français les data centers de proximité. Voilà, c'est bien aussi en français. La version française, ça marche aussi. Alors aujourd'hui, l'impact, elle est au cœur de votre stratégie. Et est-ce que cette conviction, finalement, elle était là depuis le début pour toi ? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Quel est ton rapport à la question de l'impact environnemental, social, sociétal? Bon, tout à l'heure, on parlait effectivement de mon côté builder. Mais builder, construire des choses qui ont du sens, qui ont de l'impact, mais un impact positif, visible aussi, laisser une trace. Donc cette notion effectivement d'impact, elle est importante. Elle est au cœur effectivement de tous les projets que j'aime bien développer. Pour emmener les gens vers un objectif, évidemment, si on leur montre qu'on a de l'impact, c'est plus facile de les attirer vers un projet commun et de leur demander de mettre beaucoup d'énergie sur ça. Donc en fait, oui, de l'impact. On est dans un monde data center où on le voit dans la presse. De plus en plus, les data centers, on n'a pas forcément bonne presse parce qu'on tire beaucoup d'énergie. On a besoin on consomme énormément d'énergie. Donc, en plus de ça, c'est des énormes investissements, mais pas forcément beaucoup d'employés directs. Donc, tous ces sujets-là, en fait, nous, on les adresse notamment à la partie énergie. Alors, les chiffres varient un petit peu, mais souvent, on dit que la consommation totale des data centers dans le monde représente entre 1 et 2%, et que ça sera multiplié par 2, 2030, 2035, 2050. Encore une fois, les chiffres varient complètement. Moi, ce que je vois avec effectivement tous les projets de IA, et même sans ça, on est dans un secteur où le monde quotidien, notre quotidien se digitalise. Donc en fait, les data, il y en a de plus en plus. Et il y en aura de plus en plus quoi qu'il arrive. Donc en fait, on est dans un secteur où la consommation, enfin la part que va représenter les data centers dans la consommation totale va être de toute façon grandissante. Et avec tous les enjeux environnementaux qu'on a, il faut effectivement avoir un impact positif, c'est-à-dire réussir à décarboner le plus possible nos usages, et notamment les data centers. Ça sous-entend de la performance déjà.
et éviter de consommer trop d'énergie. Et après, effectivement, on a des leviers sur cette énergie. Il faut qu'elle soit verte et donc décarbonée. Et ensuite, nous, il ne faut pas oublier, c'est qu'on génère de la chaleur. Cette chaleur, aujourd'hui, elle est restituée dans l'air. Mais il y a possibilité, effectivement, si on travaille intelligemment, de la restituer localement. Alors, tu nous parlais tout à l'heure que tu étais parti pendant un temps en Australie. J'ai une petite question d'une personne qui te connaît très bien. Donc, on a Charles Christori qui était à ta place il y a quelques temps pour participer à Tokaté avec évidemment son projet Le Fourgon. Je te propose d'écouter sa question. J'aurais bien aimé que tu puisses apporter ton point de vue entre les différences culturelles, business que tu as pu voir entre l'Australie et la France ou l'Europe. Voilà, quelles sont les choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer, nous, Français, Européens, d'autres sur lesquelles ça manque là-bas. Voilà, donc c'est la première question. Et la deuxième, un peu plus perso, hein, est-ce que tu peux m'expliquer, j'ai toujours pas compris après 30 ans, comment ça se fait que tu supportes le PSG alors que tu n'as jamais habité à Paris? Voilà. Voilà, Charles Christori qui est évidemment toujours une double question aussi. Décidément, les personnes qui te connaissent bien aiment bien avoir une double question. Alors, les différences culturelles, business, Australie, France, Europe, plus ou moins. Est-ce que tu as vu des choses qui, là-bas, il y avait, ici, il n'y a pas, et inversement, qu'on a et qu'eux, ils n'ont pas et qui serait bien qu'ils aient? Alors oui, je disais tout à l'heure l'importance du voyage. Moi, je pense qu'effectivement les gens qui ont eu la chance de voyager, parce que c'est aussi une chance, hein, faut pas se dire, c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Absolument. Mais je pense qu'effectivement cette notion de voyager pour voir ce qui se passe ailleurs, ça nous permet d'avoir, je pense, un prisme différent sur les forces et ce sur quoi il faut qu'on travaille en France. Un truc qui m'a vraiment marqué, et ça m'a surtout marqué quand je suis revenu, parce que je pense que on a un climat qui est assez anxiogène actuellement en France. C'est justement ce côté positivisme qu'on a beaucoup plus on va dire en Australie. Ce côté aussi patriotisme, mais dans le bon sens du terme. En France, on parle de patriotisme, tout de suite on est catalogué RN ou autre. C'est juste ce côté d'être fier d'appartenir en fait à une nation. Bien sûr. Et cette force collective, en fait, de se dire, on a des challenges, un peu comme dans le monde de l'entreprise, on les affronte ensemble. On n'est pas là, en fait, pour diviser les gens. Et justement, le but, c'est de rassembler les gens et d'arrêter de parler des pauvres, des riches. C'est être conscient, en fait, des enjeux. Et c'est de se dire, c'est sûr et certain que si on veut emmener les gens, il faut aider les plus démunis. Ça, c'est une certitude. Mais il faut arrêter d'opposer les gens et de créer justement des groupes. Bien sûr. On est la France, on est une communauté. Là, on le voit, je parlais du résultat hier. Bien sûr, là, le foot, ça rassemble. La Coupe du Monde, mais c'est juste incroyable. C'est que là, bizarrement, il y a une énergie et une puissance qui se développe, moi, qui me fascine. Et en fait, j'aimerais qu'il y ait des Coupes du Monde tous les ans. Écoute, voilà. C'est un bon investissement, ça, pour le coup, en termes de retombées économiques. Ça marche toujours très bien, mais c'est lourd à organiser, là. Mais donc, ça, c'est le côté effectivement positif. Et je pense que les gens qui ont voyagé, ils voient qu'effectivement, ce côté un petit peu en ce moment où le moral est vraiment pas bon en France. Et donc, ce côté, en fait, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on y arrive. Et ça, évidemment, ça doit être suivi de fait. Mais par contre, il y a une chose qui est vraiment une qualité qui est juste énorme en France. J'en ai parlé à Lille, mais c'est l'énergie, le côté entrepreneur. Et je dis entrepreneur, je ne suis pas là en train de dire les patrons d'entreprise ou ceux qui ont monté des boîtes. Il y a de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire il y a des gens qui ont ce côté entrepreneur, même dans des grandes boîtes. Oui, où le risque est moins fort, mais qui peut effectivement créer des choses. Mais dans la démarche, ils sont entrepreneurs. Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, en France, on a cette culture, je trouve, de l'engagement. Les gens, quand ils ont compris pourquoi ils travaillent sur un projet... Quand il y a du sens. Exactement. Et il ne faut pas oublier, c'est qu'on vient nous chercher tous nos ingénieurs français, mais aussi tous nos... On parle souvent des ingénieurs, mais aussi toutes les personnes, effectivement, qui ont cette culture, on va dire, du travail et cette culture de l'objectif. Ils sont demandés partout dans le monde. Et pourquoi on vient nous chercher effectivement nos ressources, c'est parce que justement le français, à partir du moment où il a compris où est-ce qu'il doit aller, et c'est pour ça que c'est important par contre de donner un cap. Je pense qu'aujourd'hui dans le monde politique, on manque de effectivement leader avec un cap. Une fois que on fait comprendre à la communauté vers quoi on doit aller, pourquoi on doit y aller et comment on doit y aller. Là, il y a une puissance en France qui se développe qui est juste colossale. C'est ce qu'on appelle la transparence, quoi. Je pense que toi, de ton côté, c'est une valeur qui est assez forte.
Ouais. Bah ouais, c'est qu'à partir du moment où on explique clairement les choses, les gens suivent. Alors ils peuvent ne pas être d'accord, mais si c'est concrètement logique et que c'est pour le bien pour tout le monde, fondamentalement ça suit. Donc la transparence est important. Ouais, c'est juste colossal. Moi j'aime bien dire effectivement aux équipes, c'est que si vous comprenez pas un choix, levez la main, on s'explique. Ouais. C'est sûr, c'est que ce que je dis à un moment, par contre, il faut avancer. Donc mon rôle, c'est aussi de siffler à la fin de la récréation et de dire, on en a parlé, j'ai essayé de vous faire comprendre. Ouais. Maintenant, effectivement, il y a quand même un objectif qui fait qu'on doit avancer vers cette direction. J'ai essayé de l'expliquer. Go, on y va. Après, voilà, mon objectif, c'est que quand même 80% du temps, les gens comprennent et du coup suivent la dynamique. Alors, avant qu'on commence à parler de l'impact environnemental, social, qui est quand même le cœur du sujet de Tokaté, je voudrais d'abord qu'on comprenne bien ce que fait Ethics. Donc, imagine-toi, on doit expliquer ce que fait Ethics à un auditeur qui ne comprend pas et qui ne connaît vraiment pas les parties techniques de votre métier. Tu dis quoi ? En 1 minute, c'est quoi Ethics ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc Ethics, on a un opérateur de data center. Ça veut dire qu'on construit des bâtiments qui accueillent en fait les infrastructures de 3 types de clients. Un, c'est les infrastructures informatiques des clients, soit entreprises, qui viennent mettre directement en fait leurs serveurs dans nos data centers. Okay. Ou alors, c'est des entreprises IT qui viennent effectivement mettre leurs infrastructures informatiques aussi pour transporter en fait la data de ces clients finaux. Okay. Donc, ils proposent en fait des couches de services supplémentaires par rapport à ce que nous, on propose, on va dire, au niveau 0. Et la dernière typologie, on va dire, de clients, c'est des clients opérateurs télécoms qui, eux, mettent leurs infrastructures télécom pour, une fois que la data, elle est hébergée chez nous, il faut évidemment la transporter vers le client final. Ok, du coup, si je comprends bien, est-ce que tu peux donner dans un petit exemple concret, peut-être quotidien pour les entreprises, pour nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'enjeu et surtout l'utilité d'un data hub? Donc, bien sûr, on a fait un article de presse là, il y a quelques semaines sur un beau projet qu'on a gagné avec Auchan, où, justement pour leur partie retail et donc évidemment toute la partie par exemple réapprovisionnement de la chaîne logistique. On a monté une infrastructure avec eux, avec 2 sites à Lille, 1 site à Paris. Donc pourquoi faire tout ça ? C'est que évidemment, si on supporte en fait toute leur chaîne logistique, c'est juste capital pour le bon fonctionnement d'Auchan. Et donc, comment ça se passe ? C'est que ils ont choisi 2 sites à Lille qui fonctionnent en mode miroir. Donc, ça veut dire que les 2 infrastructures sont totalement répliquées sur 2 zones à plus de 10 km en fait, sur la métropole lilloise. D'accord. Eux, c'est des sites qui sont à proximité du coup de leur siège social. Okay. Donc, ils peuvent intervenir rapidement, les équipes informatiques, en cas d'incident. Et on est venu répliquer en fait ces infrastructures sur un site à Paris qui est un plan de reprise d'activité. Ça veut dire que pour X raisons, il y avait un tsunami sur l'île métropole, ils pourraient reconstruire et reprendre l'activité pour ne pas bloquer le réapprovisionnement des magasins en Île-de-France. Donc du coup, toutes leurs données sont justement proches de leurs entreprises, de une partie de leurs données, effectivement. Ce qui leur permet en fait, pour eux, de pas attendre. Si je comprends bien, quand c'est proche, ça permet que les flux soient plus rapides. Oui, c'est ça. Il y a des enjeux de latence. Oui, des enjeux de latence. Quels sont les autres enjeux qui est important le fait d'avoir un data hub juste à côté ? Pourquoi c'est si important ? La proximité, typiquement pour eux, ce qu'on est capable de leur fournir, donc c'est la proximité physique. Encore une fois, s'ils doivent intervenir rapidement, alors on ne va pas se mentir, un nœud télécom en France, c'est Paris. Mais Paris, c'est pas Lille. C'est-à-dire s'il faut se déplacer, il faut bien savoir, c'est que nous, dans notre activité, quand il y a un incident, on compte à la minute. Donc, c'est-à-dire avoir la capacité en 10 minutes d'être sur site, c'est pas la même chose que de dire ok, je monte dans le train, je fais un Lille-Paris et ensuite je dois aller en banlieue parisienne, parce que la réalité c'est que quasiment aucun data center dans le centre de Paris. Et donc du coup, ça veut dire que potentiellement j'y serai en 2-3 heures. Encore une fois, quand le sujet il est de l'ordre de la minute, ça peut compter. Et nous, en fait, là où on a un critère différenciant, c'est que bien souvent, les entreprises régionales décidaient d'aller à Paris ou d'aller sur les grands hubs européens pour aller chercher justement la capacité à avoir un écosystème télécom large avec des opérateurs télécoms qui sont capables de proposer des liaisons vers les grandes places internationales, parce qu'Auchan, c'est un grand groupe international. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps d'écouter une troisième question, je crois, on en est déjà. Troisième question surprise de quelqu'un qui te connaît très bien, qui est ton mentor un peu, qui s'appelle Michel Brignano. Je te laisse écouter sa question et y répondre.
Bonjour Louis, au cas où tu n'aurais pas reconnu ma voix, mais j'en doute, c'est Michel. J'ai 2 questions pour toi. La première, c'est de savoir, selon toi, qu'est-ce qui fait la réussite actuelle d'Ethics 2.0, sachant qu'Ethics, en un peu plus de 5 ans, est passé de 5 millions de chiffre d'affaires à environ 50, et de 3-4 data centers à un peu plus de 15. Ma deuxième question est un peu plus personnelle. Je sais que, comme moi, tu es un amoureux des voitures de sport. Donc j'aimerais bien savoir s'il y en a une en particulier qui te fait rêver et que tu aimerais bien avoir dans le futur. Voilà, donc Michel Brignano, qui est votre président, si je me trompe Ouais, pas, absolument. Ouais. qui est président d'Ethics, Ce qui que vous tu a disais, rejoint. mentor, effectivement, je pense que c'est le bon terme. Ouais. C'est-à-dire que quand on a repris Ethics en 2020, je l'ai fait venir rapidement dans l'aventure. Pour la petite histoire, on s'était connus au tout début d'Ethics, donc un petit peu la boucle est bouclée à la création d'Ethics en 2012. Et voilà, quand j'ai monté ce projet, je reste un très jeune CEO. Même si ma femme me rappelle que j'ai passé la barre des 40 ans. Ça reste très jeune. La réalité, c'est que j'ai beaucoup de choses à apprendre. L'énergie, la vision ou autre, je pense qu'effectivement, j'ai les idées assez claires. Mais Michel m'apporte vraiment beaucoup dans le quotidien sur tout son vécu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais je pense qu'effectivement, le vécu est juste totalement clé. Oui. Et souvent, je pense que des entrepreneurs, à vouloir aller trop vite et se dire c'est bon, j'ai déjà tout vu, en fait, on apprend par l'expérience et on apprend en tombant. Un entrepreneur qui tombe jamais, ça devient un entrepreneur dangereux. Donc, dangereux sur le long terme, j'entends. Oui. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, d'avoir Michel à mes côtés, ça me permet, je dis pas que je tombe jamais, mais en tout cas, d'essayer d'anticiper les portes qu'on pourrait se prendre. Oui, et de la voiture de rêve, celle qui te ferait rêver et que tu voudrais avoir. C'est un vaste débat, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les Porsche, et donc il y a la 911T qui me fait rêver. Mais électrique ou pas? Ah non, j'aime bien les vieilles voitures, voilà. Les voitures de collection. Mais c'est que j'aime bien effectivement la vieille mécanique, on va dire, à l'ancienne. Donc c'est sûr qu'effectivement, par rapport à nos enjeux d'électrification, voilà, ça répond pas. Mais pour les trajets, on va dire, quotidiens, j'utilise effectivement des moyens de mobilité douce, on va dire. Ouais. Et effectivement, quand on est plus dans la passion, c'est vrai que je suis un amoureux des moteurs thermiques. Je te propose qu'on passe à la notion d'impact un petit peu. On a bien compris ce que faisait Ethics. J'espère en tout cas qu'on a réussi à faire comprendre, parce que c'est un sujet qui n'est pas simple, mais qui est passionnant. Donc je te propose qu'on parle de votre impact. Aujourd'hui, on l'a bien compris, ça fait vraiment partie de votre stratégie. C'est complètement intégré dans la stratégie. Je voudrais que tu me dises concrètement qu'est-ce qui définit selon toi un data hub performant et responsable. Alors dans responsabilité, on a beaucoup parlé effectivement du côté environnemental. Ouais. Donc, j'ai parlé de effectivement déjà avoir un data center performant, donc c'est-à-dire qu'il y a un indicateur d'efficience, on va dire, entre l'énergie dont on a besoin à l'échelle du data center et ce qu'on vend réellement à nos clients. Il faut que ça soit particulièrement efficace, énergie verte, être capable de recycler la chaleur. On le fait déjà sur plusieurs de nos data centers, et notamment un sur le nord de la France, du côté de Valenciennes, où on alimente comme ça un réseau de chaleur avec la chaleur qu'on génère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les impacts, ils sont aussi en termes de territoire. Nous, quand on travaille, on parle beaucoup de proximité, mais ça se traduit par des faits. C'est-à-dire qu'on travaille avec des entités locales. Et je disais, la manière dans laquelle en fait, notre business model repose sur un peu cet écosystème, j'aime bien dire marketplace, on aime bien les anglicismes, entre des clients finaux, des sociétés IT, des opérateurs télécoms. Évidemment qu'il y a des acteurs internationaux, mais il y a beaucoup d'acteurs nationaux et locaux. Et donc tout cet écosystème-là, c'est le maître en fait du data hub, et ce qui nous différencie de ce qu'on lit dans la presse, les méga data centers, où là c'est un méga campus pour un client, et donc effectivement je pense en termes d'impact du territoire, on est sur une autre échelle. On parlait d'énergie, juste quelques chiffres. Donc vous avez un objectif à 2030, puis un objectif à 2050. Tu sais un peu nous en parler sur votre consommation d'électricité et comment vous réussissez à maîtriser tout ça
en tout cas. C'est un peu... parce que, quoi qu'il arrive, vous êtes obligé, on l'a bien compris, de consommer de l'électricité. Donc, il y a évidemment plusieurs aspects pour pouvoir le mesurer. Tu nous as parlé d'électricité verte, mais il y a aussi une mesure, j'imagine, au quotidien. Comment vous faites pour réduire au maximum votre dépense énergétique ? On a prévu à horizon 2030 de doubler la taille de notre parc, pas en nombre de data centers, mais on va dire en état capacitaire. Donc effectivement, ça nous engage encore plus, on va dire, dans cette stratégie de décarbonation. On a construit justement notre stratégie, parce que je vous disais que c'était... je te disais, pardon, que effectivement, la notion d'être sensible en tout cas à cette volonté de construire un data center de manière durable et raisonnable. Très vite, on a associé en fait notre stratégie à des faits. On a fait du financement et aussi la typologie d'actionnaires qui rentraient chez nous, comme Eurazeo ou Infranity, qui sont très impliqués dans les assets qui participent à la transition énergétique. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir aligné en fait la gouvernance, les capitaux à ces objectifs de décarbonation. Et donc, tous les ans, on est audité pour être certain que, effectivement, on respecte bien cette courbe de décarbonation dans l'objectif à horizon 2030 d'être neutre carbone. Neutre carbone sur scope 1 et 2. Exactement. Pour préciser, parce que le scope 3 est toujours plus compliqué. Absolument. Mais on le travaille aussi. Oui, voilà. Évidemment, il faut on travaille avec la CSRD ou autre, on va aujourd'hui... parce qu'il y a des enjeux européens, donc dès le départ, vous prévoyez déjà sur la partie européenne, parce que c'est un peu une ambition. Donc dès le départ, il faut rentrer dans la CSRD, même si vous n'êtes pas encore du tout concerné par le... En fait, il faut bien voir, c'est que ce qu'on a fait du coup suite à l'entrée au capital d'Eurazeo, ça c'était en février 2023, on a monté en fait à proprement parler une équipe ESG qui travaille évidemment sur la partie environnementale. Ouais, ça fait partie de ta notion de gouvernance sur ce sujet-là. Exactement. Et du coup, on travaille sur beaucoup d'aspects différents. Et là, on est ravis notamment puisque sur les différentes certifications qui permettent justement de souligner, on va dire, toutes les actions qu'on peut mettre en place au quotidien. Notamment, on est assez fiers puisque l'année dernière, on était EcoVadis bronze et là, on est passé EcoVadis gold. En un an, bravo. Voilà, donc on est assez contents. Avec une belle note en plus. Ouais, en fait, ça c'est vraiment le fruit, on va dire, de notre équipe ESG qui travaille vraiment au quotidien et aussi beaucoup avec les équipes, parce qu'il faut embarquer les équipes. Bien sûr, faut faire comprendre les enjeux, bien sûr. Exactement. Au début, en fait, si c'est mal expliqué, l'équipe ESG dans une entreprise, ça peut vraiment être considéré comme les auditeurs, un peu les gens, on va dire, qui sont là pour relever les compteurs et ça est un peu vécu comme, je pense, une contrainte plutôt que vraiment un critère de différenciation. La manière de fédérer, il faut fédérer. Là, tu parlais de fédération, c'est un peu le sujet de tout, j'ai envie de dire, de ce podcast, on n'arrête pas d'en parler. Il faut fédérer pour pouvoir embarquer les équipes, pour que ça soit compréhensible et que ça s'intègre à l'ensemble des métiers. Toi, tu as évidemment ta responsabilité, puisque un DG et un CIO, il doit porter le sujet, mais c'est vrai qu'avoir des équipes qui permettent aussi d'embarquer les collaborateurs sur les thématiques, c'est important. Est-ce que cette équipe, tu l'as constituée, donc c'est quoi, 4 personnes, il me semble, tu m'as dit à peu près? Oui, en tout, on va dire la senior management team, on peut parler de 6 personnes. Oui. Mais c'est quand même assez incroyable et énorme par rapport à votre structure. Souvent, les entreprises, même des très grosses entreprises, ou même ETI, qui sont déjà ETI, n'ont même pas une seule personne. Vous, dès le départ, depuis l'entrée de Eurazeo, si je ne me trompe pas, de vos actionnaires, vous avez embarqué, vous avez mis les moyens humains. Oui. Et ça, c'est important de le souligner. Et puis des moyens financiers, ça ne peut pas se faire sans ça. Non, mais après, en fait, très rapidement, on a eu cette volonté d'accélérer fort. On a la croissance d'Ethics, on a quand même fait quasiment x10 en 6 ans en termes de chiffre d'affaires. Oui. Donc en fait, ça ne peut pas se faire juste sur de la croissance organique. Enfin, en tout cas, dans notre secteur et notamment dans la stratégie qu'on avait d'être l'acteur numéro 1 sur le Edge Data Center, les fameux Data Hub, et de proposer à nos clients une offre nationale avec des data centers, on va dire, dans toutes les grandes métropoles françaises. Ça ne pouvait pas se faire juste avec de la construction de sites et de la croissance organique. Donc en fait, quand on va naturellement vers de la croissance externe ou autre, et qu'on a cette politique de développement, cette stratégie de développement, on va dire, forte, évidemment qu'il faut structurer la chaîne de management.
Et on a été tout de suite dans OK, on veut aller vite, mais il faut le faire de manière structurée et de préparer justement l'équipe pour que maintenant, à chaque fois qu'on rajoute une brique, on arrive à industrialiser un petit peu l'intégration. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment des personnes clés à la tête de chacune des BU qui se parlent entre elles. La structuration, c'est indispensable pour aller vite. C'est totalement clé, oui. Ouais, souvent, on ne structure pas autant, on avance, mais prendre le temps de structurer, c'est indispensable. Là, moi, je sais que sur Ethics 1.0, je l'ai vécu aussi. Au début, on a vraiment monté ça, on va dire, avec une équipe. On était tous, on aimait dire, des potes, quoi. Ouais, c'est ça. On est monté à une 20aine de personnes. Il y a un noyau dur qui se forme, qui est hyper puissant. Mais en fait, ça peut être un petit peu un plafond de verre. C'est-à-dire qu'après, intégrer des nouvelles personnes, comme il n'y a rien qui est processé, il n'y a rien qui est vraiment... Enfin, tout est dans le non-dit, mais en fait, on se connaît tellement qu'en fait, on est capable d'anticiper de nature les choses. Ça, c'est bien, mais ça crée vraiment ce plafond de verre, parce que si on veut aller à l'étape suivante, en fait, c'est juste impossible. Oui, et en même temps, il faut garder l'agilité. Oui, mais donc c'est ça le challenge, c'est que quand je dis structuration... C'est pas effectivement... bien souvent, quand on parle de process, le risque, effectivement, c'est que les équipes se disent « Ok, en fait, on va alourdir, on va dire, le delivery. » Non, justement, c'est juste d'être sûr que ça se passe dans de bonnes conditions et qu'on soit dans l'anticipation et pas systématiquement dans la réaction. On a parlé un petit peu donc, de la consommation. Est-ce que tu peux parler des PUE et des WUE un petit peu pour qu'on donne un petit côté un peu technique à cette partie d'impact. Tu peux nous expliquer simplement qu'est-ce que vous mesurez en fait? Ouais, donc c'est encore une fois des anglicismes. On est quand même dans un secteur international. Oui. PUE, c'est la partie power, donc électricité. Ouais. C'est l'indicateur de performance sur la partie énergie. W, water, c'est le même indicateur mais sur la partie eau. Le PUE, ça c'est relevé par tous les grands acteurs de data center. Ouais. Donc c'est la consommation totale du site sur ce qui est réellement injecté au client. Ouais. Le parc moyen encore en France, on est à 1,5. Nous, on tend vers plutôt 1,2. Ouais. Voilà. Et après, sur la partie WUE, on a effectivement cette notion d'eau. Peu de gens la regardaient dans le passé. Aujourd'hui, on la regarde beaucoup plus. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas vrai. Alors ça, c'est hyper important. C'est pas vrai en France et en Europe. Mais aux États-Unis, typiquement, ils utilisent pour améliorer le PUE énormément d'eau. Ouais. Et donc, c'est bien de se focusser sur l'indicateur PUE. Mais si c'est consommer des piscines olympiques tous les jours d'eau, je ne suis pas sûr qu'il y ait un côté vertueux in fine. Et justement, la question de l'eau chez vous, c'est très bien maîtrisé. Tu peux nous expliquer un peu Nous, le WUE, il est proche de 0. C'est-à-dire qu'on remplit en fait nos boucles d'eau. À la construction du site. Et après, il n'y a quasiment pas d'utilisation d'eau. Et du coup, en parlant de cette utilisation d'eau, on parle souvent de chaleur. Et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ce sujet-là. Tu as parlé de l'île 3, où effectivement, il y a une boucle de chaleur. Et cette chaleur, elle est utilisée pour, si je ne me trompe pas, pour le centre de convention. Absolument. Ça s'est mis naturellement en place. Comment c'est venu cette idée ? C'est comme ça où, en fait, on a... Quand on a un nouveau projet, en fait, c'est là où on peut avoir de l'impact. On présente un projet en mairie. Et c'est là où, typiquement, on peut se rendre compte qu'il y a une imbrication intéressante qui peut y avoir. C'est-à-dire que le data center, certes, on est un consommateur d'énergie de l'électricité. Mais encore une fois, si on raisonne intelligemment et qu'on alimente par de l'énergie verte ce data center, in fine, on peut aussi le voir comme, on change le prisme, on voit ça comme un producteur en fait, de chaud. Et donc cette chaleur, par contre, il faut l'utiliser, parce que sinon c'est juste un consommateur d'énergie verte et l'impact local, il est zéro. Il faudrait presque avoir un indicateur qui permet de mesurer la chaleur économisée pour la structure d'à côté et donc pour le territoire. Mais donc ça c'est bien, c'est que de plus en plus les collectivités sont sensibles à ça. Alors c'est là où après il faut faire attention, c'est que on est en train de mettre des lois où d'office il faut prévoir ça ou autre. Il faut voir c'est qu'il y a aussi un enjeu de temporalité. C'est-à-dire que ces projets-là, en fait, ils fonctionnent à partir du moment où, en phase amont, on a réussi à bien travailler les cahiers des charges et ça se fait, on va dire, en bonne intelligence sur des timings qui sont raisonnables. Mais ce qui est une réalité, encore une fois, c'est que nous, on produit de la chaleur gratuite et c'est complètement idiot, effectivement, de systématiquement la renvoyer dans l'air. Et aujourd'hui, typiquement, on travaille des sujets où avec des serres agricoles qui sont à proximité, où potentiellement, ça permettrait d'apporter de la chaleur et de peut-être changer aussi le type d'agriculture ou le type de
légumes, fruits qu'on pourrait développer localement. Et plutôt que d'aller chercher, par exemple, au Maroc, effectivement, des fruits et des légumes, peut-être qu'on pourrait les retrouver à Lille demain. Et c'est ça tout l'impact indirect qu'on ne mesure pas toujours quand on travaille sur le recyclage. Finalement, là, c'est recyclage de la chaleur, mais ça peut être recyclage aussi de matériel qui peut se mettre en place, qui permet effectivement de diminuer finalement l'impact, j'allais dire, environnemental sur notre planète. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur la gouvernance. Tu m'as parlé d'une équipe qui est là pour travailler sur la gouvernance. Comment tu as fait, au-delà de l'équipe, pour faire en sorte que finalement ce sujet de la responsabilité sociétale et environnementale ne soit pas que technique, mais devienne vraiment un vrai sujet porté par l'ensemble des collaborateurs? Et du coup, il y a plusieurs niveaux. On a parlé tes investisseurs qui étaient sensibles, mais est-ce qu'ils viennent poser des questions vraiment et ils suivent vraiment très proche les indicateurs? Comment ça fonctionne en gouvernance chez vous? Oui, donc c'est un tout. Déjà, il faut... c'est bien d'avoir des convictions, mais il faut aussi qu'elles répondent aux différents enjeux que doivent traiter une entreprise. Je disais tout à l'heure qu'on n'est pas là... juste pour la finance, mais la finance est important. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie conscience de nos clients sur l'impact positif que doivent avoir les acteurs de data center. Je parlais tout à l'heure de ce que peut représenter, on va dire, à l'échelle mondiale, les data centers aujourd'hui. Et si on se projette sur un temps court... Avec le développement de l'IA, ça va encore exploser. Ça va exploser. Donc en fait, on est obligé maintenant d'avoir de l'impact là-dedans. Enfin, moi, je suis patron de data center, je me dis c'est juste impossible quelqu'un qui met ce sujet de côté, même s'il n'avait pas de conviction. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est très largement demandé par le marché. Donc c'est sûr que d'avoir, encore une fois, Eurazeo, Infranity, qui sont très friands, puisque eux-mêmes, leurs investisseurs, leur demandent des comptes sur ces sujets-là. Nous, on a la chance, encore une fois, d'avoir aligné effectivement notre gouvernance par rapport à ces enjeux qui sont partie intégrante de notre stratégie. Mais comme c'est poussé par le marché aussi, et ça, on a des KPI pour le prouver, c'est une bonne chose. Et ça, je pense que montrer que des clients décident de venir chez Etix parce que justement, sur cette partie-là, on fait des pas de géant sur effectivement l'impact qu'on peut avoir positif sur la partie environnementale, mais aussi sociale. En travaillant intelligemment avec pas mal d'acteurs locaux, en prenant la diversité, en travaillant sur beaucoup de sujets. Voilà, je pense que c'est un tout et c'est un bon moyen d'emmener les collaborateurs aussi. Je disais encore une fois, le SG chez nous, c'est pas des auditeurs, c'est des gens qui sont partie intégrante de la stratégie et qui arrivent en fait à fédérer les équipes. Oui, avec évidemment des actions de sensibilisation aussi, j'imagine, au cœur du sujet. Je voudrais maintenant qu'on prenne juste le temps d'écouter la dernière question surprise qui justement parlait d'Eurazeo. Eurazeo qui fait partie maintenant de vos investisseurs. On va écouter une question de Mélissa, que tu connais très bien. Vous avez un sacré casting. Ouais, j'ai un super casting. Là, franchement, ils ont été tous top. Vraiment, d'ailleurs, je les remercie. J'en profite pour tous les remercier parce qu'ils ont été très, très open et très vite, très réactifs. On écoute Mélissa Cohen qui était à l'autre bout du monde, dans le trajet pour revenir de l'autre bout du monde, pour te poser la question. Salut Louis. Dis-moi, tu as construit Etix 1.0, puis Etix 2.0. Cette deuxième phase a été marquée par un changement de stratégie, un changement de leadership, mais aussi une volonté de remettre l'impact au cœur du projet. Alors, à quoi ressemblera Etix 3.0 ? À la question de projection dans le futur, est-ce que tu as une idée à quoi ça ressemblera Etix 3.0 ? Est-ce qu'on a fait 1.0, 2.0 ? Là, on est dans le 2.0. Est-ce qu'il y a un 3.0 d'ailleurs ? Alors, le 3.0, Mélissa le sait bien parce que c'est effectivement quelque chose qui est ancré dans notre stratégie. C'est qu'aujourd'hui, on a effectivement un ancrage très fort en France. Aujourd'hui, on est très fiers de se dire que ces 5 dernières années, on a construit le leader du Data Hub en France, des data centers de proximité, avec aujourd'hui 17 data centers répartis sur 6 régions. Et effectivement, la prochaine étape, c'est de réussir à créer cette plateforme à l'échelle européenne. Donc, rencontrer des nouvelles cultures, travailler avec des Allemands, travailler avec des Espagnols, travailler avec des Suisses, travailler avec effectivement plein de cultures différentes. Donc un enjeu d'intégration et de diversité qui sera assez forte. Exactement. Et réussir à fédérer comme ça une communauté qui est plus large, mais qui se regroupe autour d'un socle qui est commun.
Et je pense que ça a beaucoup de sens, pas que pour Ethics, mais aussi pour le marché, d'avoir justement des plateformes demain qui seront présentes en Europe, parce qu'on parlait de la souveraineté. Ouais. La souveraineté, très clairement, donc ça veut dire vraiment la maîtrise, là en l'occurrence sur du numérique, la maîtrise de nos données. Ouais. Si on regarde l'angle uniquement français, la France, on n'existe pas à l'échelle mondiale. Ouais. On existe en tant que pays fort dans l'Europe. Ouais. Donc en fait, l'enjeu, il est européen, et il faut que les pays européens vraiment réussissent à s'organiser pour accepter qu'effectivement, il y ait des sociétés qui tiennent le leadership. J'aime bien prendre cet exemple, mais dans l'aéronautique, on est fiers d'avoir un Airbus, par exemple. Dans des métiers, par exemple, le métier par exemple, de la défense ou des avions de combat d'assaut, par exemple. On a des champions. Alors là, je suis des champions français, mais on a aussi plein de bels exemples, on va dire, en Europe. Ouais. Et je pense que c'est nécessaire qu'on ait des chefs de file européens dans le domaine du numérique, de l'IA, Mistral AI, qui est un sacré acteur. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse ce type de dynamique. Et c'est pour ça que je pense que, au plus profond de moi, Mélissa le sait, j'ai cette volonté à terme de développer Ethics à l'échelle européenne. Mais là, encore une fois, on a la chance d'avoir des investisseurs qui sont derrière nous, ont cette stratégie-là aussi. Ouais. Par contre, ils nous forcent d'y aller étape par étape pour éviter de reproduire le Ethics 1.0 où... Encore une fois, là, on a appris beaucoup de choses, on a fait beaucoup de beaux projets dont on peut être fier. Phase obligatoire, mais ce n'était pas quelque chose effectivement de durable dans le temps. Ouais. Durable du coup, la partie impact aussi sera toujours au cœur finalement du sujet. Elle ne grandira pas sans. Ok, allez, il est temps de passer à notre Minute Tokaté. Alors, la Minute Tokaté, c'est très simple. Je vais te poser une série de questions au tac au tac. En fait, je vais te proposer 2 options à chaque fois. Il va falloir que tu choisisses celle qui t'est le plus naturelle entre les deux. T'es parti ? Go, allez, c'est parti. Cloud centralisé ou technologie hub ? On va dire data hubs même. Data hub. Souveraineté européenne ou mondialisation ? Souveraineté européenne, bien sûr. Croissance rapide ou croissance responsable ? Croissance responsable. Puissance de calcul ou efficacité énergétique ? Efficacité énergétique. Construire plus ou construire mieux ? Construire mieux et plus. Bah oui. Métropole ou territoire ? Territoire. Coopération ou compétition ? Coopération. Entreprise performante ou entreprise à impact ? Entreprise performante avec de l'impact. Les deux sont étroitement liés. Bien sûr. Vitesse ou sobriété ? Vitesse. Builder ou CIO ? Builder. PSG ou équipe de France ? C'est dur ça. PSG. PSG. L'entreprise de demain, c'est plutôt la plus performante ou la plus utile ? C'est compliqué ces questions parce qu'en fait, je trouve on oppose les deux. Alors qu'on peut, encore une fois, si on veut construire quelque chose de durable, pour moi, les deux vont de pair. Oui, on comprend bien que les deux sont liés à chaque fois chez toi. Et Ethics 3.0 en un mot ? Leader européen. Leader européen. Allez, deux mots. Alors ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Louis, un grand merci d'être venu au micro de Tokaté pour nous faire découvrir Ethics et sa vision de l'impact. Avant de nous quitter, 2 dernières questions. Je sais, on arrive vraiment à un nombre incalculable de questions, mais le sujet est important. Si tu avais un seul conseil à donner aux dirigeants qui nous écoutent pour intégrer davantage l'impact dans leur entreprise, ça serait quoi ? D'arriver à fédérer les équipes. Fédérer les équipes autour du sujet. Exactement. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais bien avoir comme personnalité, là, à ta place, dans un prochain épisode de Tokaté ? Mathieu Tout-le-Monde, qui est le patron de Agotera. Bien sûr. Voilà, Agotera, donc j'en ai pas parlé, mais quand on parle d'impact, on a développé avec eux, on a identifié 5 fermes en France. Ils travaillent avec nous justement dans notre logique de décarbonation. Et quand on parle d'impact positif, là on est sur du local, à proximité. Et ils nous aident à transformer des agricultures, on va dire, classiques en agriculture bio. Ouais. Et ça, on peut en être très fier et rencontrer-le parce que c'est un super entrepreneur qui a voyagé aussi. Donc, avec quelqu'un qui a une belle énergie. Mathieu, voilà, c'est notre prochain invité. Alors, merci beaucoup, Louis. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve en septembre pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Tokaté, à vous de jouer.